Comme bien des auteurs influents, George Orwell a donné naissance à un adjectif découlant de son nom. À l'instar de Kafka et des situations kafkaïennes, on parle souvent de faits orwelliens pour décrire une situation tyrannique. L'adjectif orwellien est lié à son roman le plus célèbre, 1984. Véritable dystopie nous montrant un monde futuriste, totalement anxiogène, avec son ministère de la vérité contrôlant le passé selon les vues du parti, le ministère de la paix qui n'est rien d'autre que celui de l'armée, les camps de travail sont renommés camps de la joie, et les opposants politiques sont torturés au ministère de l'amour. Alors qu'on réduit trop souvent l'adjectif orwellien à un régime politique dictatorial, George Orwell s'intéressait davantage aux manipulations des mots, permettant la manipulation des foules, plutôt qu'au bruit des bottes. Dans son essai Politics and the English Language, en 1946, Orwell précise « Le langage politique est fait pour qu'un mensonge paraisse vrai, qu'un meurtre soit respectable, et que l'on puisse donner une apparence de solidité au vide. » L'exemple le plus emblématique de cette capacité à manipuler par les mots reste bien évidemment la novlangue de 1984. Cette dernière est la langue officielle d'Océana créée pour satisfaire les besoins idéologiques de langue SOC. Elle est censée favoriser la parole officielle et par la création d'un dictionnaire simplifié, en retirant les mots jugés trop complexes, empêcher de développer des idées potentiellement révolutionnaires. Concrètement, dans ce dictionnaire, on ne garde que les mots relatifs à la vie quotidienne, comme manger ou boire, les noms-verbes et autres néologismes pour parler du fait politique, ainsi que des termes scientifiques et techniques. Le choix des mots amène une absence de nuances. Tout est réduit à une dichotomie, pour ou contre, un raisonnement binaire permettant d'éviter tout débat et donc toute possible critique de l'État. Dans le jeu vidéo Orwell de Smotic Studios, on assiste le 12 avril 2017 à Bonton, capitale imaginaire d'un pays inventé, à l'explosion d'une bombe à 19h49 et 43 secondes sur Freedom Plaza. Bilan, 3 tués. Ayant évoqué à plusieurs reprises dans des interviews l'influence de George Orwell, le titre même du jeu est une indication relativement claire, le développeur allemand reprend à son compte l'intérêt du romancier britannique pour le pouvoir des mots. Seulement, plutôt que de montrer un parti unique créant une novlangue, on nous met à la tête d'un programme de surveillance consistant à remplir des dossiers de potentiels terroristes en choisissant, révélant et classant des informations textuelles. Il y a en effet dans le jeu des cas où l'on découvre des conflits. Le choix de l'information à divulguer changera de fait le portrait du sondé, d'innocent à dangereux. Le point commun entre le romancier et les développeurs allemands reste les mots et leur influence sur notre regard et notre pensée. Seulement point de verticalité ici, comme ce parti écrasant de 1984, mais une horizontalité où le joueur, citoyen ordinaire ayant candidaté pour utiliser le programme Orwell afin d'aider l'État à appréhender les terroristes ayant frappé, est lui-même responsable de son rapport aux mots et au sens final qu'il va leur attribuer. Dans le jeu, on ne cesse de découvrir l'ambiguïté de certaines informations, ambiguïté renforcée par la subjectivité de chacun, notre a priori, pour le dire clairement. Par exemple, le premier suspect, Cassandra Watergate, a tout quitté pour se lancer dans l'art. On découvre plusieurs informations sur son passé, son présent, ses connexions comme celle avec son avocat, Joseph Langley, avec qui elle a une relation amoureuse, le groupe d'activistes Thought, et son passé litigieux avec la police, sur la place victime d'une bombe tout récemment. Et alors ? A-t-on face à nous une femme perdue, une activiste dangereuse, ou une terroriste en puissance ? Concrètement, on peut lire sur sa timeline qu'elle insulte copieusement le gouvernement. « Fuck all of you government lackeys », phrase extrêmement agressive. Lorsque son amie Mary tente de la raisonner sur cet accès de colère, elle réplique « Mary, just shut your freaking mouth, ok ?» Réponse pour le moins violente. Plus on creuse, et plus l'ambiguïté du personnage s'installe. On a accès à une conversation par chat avec son avocat et petit ami Joseph, où l'on découvre que Sandra prend de la métharine, médicament censé calmer les troubles du comportement. Sur le blog du groupe d'activistes Thought, si elle parle d'une marche dans la paix contre la surveillance accrue, elle s'emporte une fois encore sur sa timeline, lorsque l'explosion a eu lieu sur Freedom Plaza. Finally, someone was agreed and explosives to show how futile surveillance is. On a donc une personne émotionnellement instable, sous médicaments, qui a déjà commis une violence sur un policier et qui fréquente un groupe d'activistes virulents. Doit-on, par le choix des informations à divulguer, orienter vers une arrestation préventive ou non ? Si on compile beaucoup d'éléments, violant allègrement la vie privée du sondé au passage, ces dernières sont-elles un reflet fiable de cette personne ?
La limite entre liberté d'expression, virulente, et appel clair à la violence est toujours délicate. Osmotic Studio nous montre deux problèmes se posant dans ce travail de collecte d'informations textuelles. Tout d'abord la source. Que l'on y pense, l'image que l'on renverra par exemple sur Instagram sera bien différente de celle visible sur notre compte LinkedIn. Quel portrait est le plus juste de nous-mêmes? Cassandra apparaît comme une junior dans l'entreprise familiale, avec un portrait d'elle en costume, alors que sur son site d'artiste, on découvre une femme plus extravertie, aux cheveux colorés, voire réellement violente dans ses propos sur sa timeline. Mais surtout, au-delà de la quantité d'informations brassées, ne nous manque-t-il pas toujours une confrontation avec la personne réelle, afin de fixer notre avis et avoir un reflet objectif du sondé? Tout cela sans compter que notre a priori sur la personne forme une orientation dans le choix des informations à collecter et surtout à divulguer. La preuve, à un moment on découvre que Cassandra a utilisé une carte de crédit qui n'était pas la sienne. Vol? Préparation d'un attentat? On découvrira un peu plus tard dans le jeu que la carte appartient à son petit ami. L'a-t-elle prise car elle a perdu la sienne ou pour masquer un achat illicite? Tout cela est ambigu. Pour faire sa démonstration de l'importance et de la dangerosité des mots, George Orwell utilise le genre littéraire de la dystopie, un monde proche, futuriste et souvent déviant, mais particulièrement un raisonnement par l'absurde. Le message qu'il nous envoie se construit en négatif. En voyant un portrait d'un futur aussi sombre que celui de 1984, absence de raisonnement, falsification du passé, surveillance outrancière, on comprend ce qu'il manque à notre société actuelle. Si on inverse les défauts du roman, on retrouve les besoins vitaux des hommes, à savoir la liberté, la capacité à penser, l'importance de la mémoire et la fraternité. Osmotic Studio prend un parti opposé à George Orwell. Au lieu de proposer une dystopie caricaturant les déviances actuelles, usant d'un raisonnement par l'absurde, le développeur allemand nous propose de prendre les rênes d'un outil puissant et potentiellement pervers. Seulement, ce programme bien nommé Orwell reste un outil d'apparence anodine. Clemens Kugler, chargé de l'interface du jeu, insistera dans une interview sur le fait que l'interface devait être pratique et fonctionnelle, similaire à un système d'exploitation tout en restant divertissante. En manipulant simplement des données textuelles, comme on pourrait le faire sur nos propres ordinateurs, Osmotic ne souligne pas par le négatif un message à transmettre comme George Orwell, mais nous amène par le biais d'un genre vidéoludique, celui de la simulation ou du jeu d'interface, à réfléchir sur nos propres actions en tant qu'acteurs. Cette prise de conscience de notre capacité à juger et condamner les autres sur des bases purement textuelles est accrue avec l'épisode 5. En effet, Catherine Delacroix, promotrice du projet Orwell, nous sommes d'être vigilants dans le choix des données à distribuer, les fameuses data chunks. Nous avons en effet 20 informations à présenter, et pas une de plus, avant de déclencher une vague d'arrestations. Forcément, avec un accès à plusieurs ordinateurs et téléphones, le choix est particulièrement complexe. L'objectif n'est donc pas de servir un discours, mais d'amener à une expérience émotionnelle. Ayant le pouvoir d'espionner et de fabriquer la vérité, c'est au joueur de décider par lui-même jusqu'où doit-il aller pour servir son pays. Le fait de fouiller dans les ordinateurs, les téléphones portables, voire les dossiers médicaux et même les sites de rencontres des sondés, ne provoque-t-il pas paradoxalement la mort des valeurs que nous souhaitons défendre? Derrière ces actions banales, nous amenant à créer des dossiers, au service du bien forcément, nous pouvons potentiellement condamner des personnes innocentes à être arrêtées, assignées à résidence. On pense une fois de plus à l'ambiguïté des informations lues et entendues. Orwell fait-il de nous un défenseur de notre liberté à vivre en paix, ou un fossoyeur de nos droits fondamentaux? Plutôt que de proposer des réponses, Osmotic Studio fait lever dans l'esprit du joueur une foule de questions. En clair, ils arrivent à créer un dilemme moral. Au-delà de l'éthique de nos comportements, plus on joue et plus on se questionne également sur nos rapports aux réseaux sociaux, aux traces que l'on laisse sur Internet, à la surveillance et au fameux rapport liberté-sécurité. Bref, bien des choses sont brassées, simplement en nous mettant dans les mains un outil puissant à l'apparence anodine. Si George Orwell nous mettait en garde face à un parti unique et puissant, nous manipulant en sélectionnant les mots, nous servant à penser, en espionnant notre vie privée par des télécrans, la situation a changé aujourd'hui. La vie privée est devenue un concept vague. Nombreux sont ceux n'hésitant pas à étaler d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux leur vie privée, ou du moins à mettre en scène leurs instants personnels. Au-delà de ces partages, pas toujours réfléchis mais excusables, c'est la question de la mémoire qui interroge. Internet n'oublie pas, ou difficilement. Comment gérer simplement cette image donnée de soi sur Internet? Mais surtout, qui gère, défend et contrôle ce grand marché des big data? Avec l'affaire Snowden en 2013, on a découvert que la NSA procédait à une surveillance de masse. Des réseaux sociaux de grande envergure comme Facebook collectent des quantités impressionnantes de données sur nous.
habitudes, choix politiques, lieux visités, pour les vendre à de grands groupes. Si le monde des big data n'était bien évidemment pas celui de George Orwell, on retrouve en creux chez Osmotic Studio et le romancier britannique le même appel, celui de la responsabilité collective. C'est le sens de la fin du jeu, où le joueur peut choisir entre plusieurs orientations. Soit enquêter sur Catherine Delacroix, notre responsable et créatrice d'Orwell, ou poursuivre notre recherche intense sur les membres du groupe Thought. Nos choix déterminent le modèle de société dans lequel nous allons vivre. En clair, faire imploser Orwell ou démanteler un groupe d'activistes dont la dangerosité n'est pas encore totalement établie. Chez George Orwell, derrière Big Brother, il y a le parti. Et le parti est l'émanation du peuple, de ses volontés. Alors si le peuple s'était battu pour défendre les 4 libertés évoquées précédemment, le parti n'existerait probablement pas. En parlant de Charles Dickens, Orwell disait « Si les hommes se comportaient décemment, le monde serait plus décent », affirmant que cette phrase, qui semble être une platitude, ne l'était pas tant que ça. Osmotic Studio fait sienne cette formule en nous amenant à nous questionner sur nos choix, l'éthique de ces derniers, sur l'ambiguïté des données en ligne, la manière dont nous présentons et jugeons les autres à travers ces quelques éléments. Et si changer le monde commençait par agir de manière décente, comme dirait George Orwell? Une vérité simple mais difficile à mettre en œuvre. Décidément, loin d'être une platitude. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur la page Facebook qui s'affiche pour avoir toutes les informations. Je vous dis bon jeu, bonne lecture et à bientôt.